Bonjour à tous, bienvenue et bienvenue aux intéressés par la crise et par ce qui est en train de devenir les permacrises, le nom qu'on a donné à notre conférence table ronde. D'ailleurs, comme toutes les tables rondes, elles sont toujours rectilignes et jamais rondes. C'est assez bizarre, mais là c'est la nouvelle. Bref, c'est le nouveau truc. Voilà, donc c'est notre quatrième conférence dans le cadre d'Expo Protection sur une question qu'on n'a pas prévue exprès, mais qu'on va leur poser systématiquement après sur les data, puisqu'on va centrer tout notre cycle du cercle entreprise et santé. Je vais vous expliquer dans 2 secondes ce qu'on est là-dessus sur la question data-driven, c'est-à-dire que ce soit pilotage de n'importe quoi ou autre, on a besoin de data. Donc, bienvenue, permacrise. Et donc l'idée c'est que maintenant tout le monde est plus ou moins habitué à faire de la gestion de crise, mais en gros ce qui est devenu complètement multifactoriel, multidimensionnel, avec alors selon ce qu'on aime, des effets dominos ou autres, on est globalement complètement là-dedans. Et donc on a prévu, et je suis là moi, du cercle entreprise et santé, avec mon cher président, je dirais pas qu'il est timide, mais il n'est pas devant, enfin il est au premier rang quand même, donc il s'appelle Jacques Bouvet, moi je m'appelle Anne-Marie Levert, donc on organise régulièrement des tables rondes, des choses un peu de gamberge là-dessus, et on a 3 grands gourous, avec une gouroute aujourd'hui sur globalement ces questions, qui sont à la fois des gourous et surtout des praticiens, parce que, j'allais dire pour les raisons diverses, mais qui peuvent être aussi toujours les nôtres, leur univers professionnel propre et confronté à des atteintes, des possibilités diverses. Donc Nathalie Perrin, que je vous présente là, donc c'est bien parce que comme ça vous ne la confondrez pas, nous sommes les deux sur une femme là. Nathalie Perrin est je savais pas qu'on s'est connus en barboteuse, enfin toi t'étais en barboteuse, mais ça fait très très longtemps, et donc elle est dans ses activités, j'allais dire, de cornade, de sécurité, HSE et autres depuis un petit moment. Tu as itinéré notamment aussi dans le sud, donc je crois que tu étais à Marseille, c'est ça, à RTE, et donc vous savez qu'à RTE c'est l'un des maillons essentiels de l'acheminement de quelque chose qui nous peut nous nourrir tous les jours, et on crie beaucoup quand on n'a pas, et qui est l'électricité, j'allais dire, en gros c'est la phase intermédiaire qui quelquefois est black ou grise, pas perçue par les gens, mais essentielle entre la production et la connexion, j'allais dire, à nos foyers divers. Donc merci à Nathalie d'être là. On continue Jacques, et merci Jacques en plus ça. Donc là aussi, nous on s'est connus, je ne dirais pas combien de temps, mais je me souviens, tu vois, du premier contact, c'était devant l'ascenseur de la FNOR, où Jacques était secrétaire général de la FNOR, ensuite il était directeur général du SEN, en plein de la normalisation. Et ce qui est marrant, si je peux me permettre, c'est que tu as beau avoir un cursus de normalisation, il est un peu normaux et atypique d'expérience, si on peut dire, sur ces sujets. Il est maintenant, depuis un petit moment, expert des questions, et notamment des risques nucléaires. Dieu sait si de ce côté-là, c'est parmi les risques les plus durs. Voilà. Et donc, et maintenant il est président de l'IMDR. Donc l'IMDR, c'est un organisme, vous expliquera sans doute mieux que le fait, ce que c'est un organisme qui est l'Institut de management des risques, avec tout un tas de chercheurs tout à fait prononcés. On est très admiratifs sur ces questions de risque, et avec un événement, je ne sais plus s'il est annuel ou biannuel, tous les 2 ans, je ne sais plus, qui est un congrès Lambda-Bu. Et donc moi j'ai toujours été très très frimé par la préparation du congrès Lambda-Bu, je sais que tu diriges là maintenant. Et puis on a alors autre activité, mais là encore en plus, je dirais, très très sensible, qui finalement n'est pas très connue. Moi je me rends compte que même si je connais le général Emmanuel Cavou, le général c'est SDMIS, donc qui est à la fois départemental, M c'est quoi, métropolitain, d'incendie et de secours du Grand Lyon. Et je dois dire que nous on s'est connus vous étiez commandant à l'époque, et vous veniez d'être, il arrivait juste dans les Alpes de Haute-Provence au moment du crash de la Charles-Mix. Donc là, en matière de crise, c'était quand même pas mal. Et donc on s'est connus à cette occasion, et globalement à cette époque. Voilà nos 3 intervenants. Juste pour vous resituer notre truc. Donc,
qu'on fait depuis le début, c'est l'avenir du pilotage des risques professionnels. Mais plutôt là, nous, sur les risques professionnels, même si maintenant tout est imbriqué, industriel, risques humains et autres, ça doit être data-driven parce que c'est l'une des seules façons, j'allais dire, de sortir, ou de l'intuition qui est pas mal non plus, ou des sondages qui sont pas mal non plus. C'est-à-dire qu'en France, on a un peu tendance à confondre les données qui viennent des sondages, c'est bien, mais il peut y avoir des biais d'échantillonnage, des biais de questionnement. Alors moi, comme c'était un peu mon métier il y a quelques années, je tombe de temps en temps totalement par terre à regarder à la fois les échantillons et la façon de poser des questions, du genre est-ce que vous préférez être pauvre, riche et bien portant ou pauvre et malade? J'exagère à peine, c'est quelquefois comme ça. Voilà. Et donc ça c'est notre truc, et donc là-dedans, pardon, je me penche vers toi, est-ce que c'est un peu là, c'est ça. Nous voilà là, on va reprendre, oui, donc juste et pardon, 2 mots sur qui on est. Donc moi j'ai fondé avec mon cher président il y a un certain temps une certaine entreprise de santé. C'est vrai qu'il y a 2 vocations, une vocation de think tank, comme on dit dans les familles, de cercle de réflexion, et donc là on est une quinzaine d'entreprises et le service de santé, d'entreprise de santé au travail et d'autres à réfléchir, j'allais dire, tous les mois avec une grande voix sur ce que sont les enjeux de demain de la relation au travail et puis une partie plus double tank et qui est plutôt du côté de, j'allais dire, de la pédagogie, de la diffusion, et donc c'est ce qu'on appelle notre action de rayonnement réseau sur qu'on monte, serait dans le cadre de ce type d'enceinte sur la protection et la prévention. Et on a mis en place, je veux dire qu'aujourd'hui c'en a aussi une fleur de ça, c'est ce qu'on appelle les UX forums. UX, c'est qu'on se place systématiquement en logique d'utilisateur. C'est-à-dire que les experts, et c'est très très bien, mais les gens qui sont sur le terrain et la façon dont ils montent leurs expériences, notamment d'innovation, c'est encore mieux. Et pourquoi forum? C'est là aussi, c'est qu'il n'y a pas une science infuse, mais il y a plutôt plusieurs types d'optiques qui peuvent s'enrichir et s'enrichir mutuellement. Voilà en gros qui on est. 2 minutes sur nos grandes options et nos grandes lignes, encore une fois, pour la prévention. D'abord, ce qu'on a constaté, ce pourquoi on a monté ce cercle, c'est que depuis longtemps, ce qui n'était pas le cas, je dirais, à une époque où on était encore beaucoup en culture industrielle. C'est-à-dire que vous aviez des chefs d'entreprise qui étaient beaucoup centrés, et c'était bien, sur les questions de sécurité, mais finalement pas forcément trop sur les questions de santé et de santé des personnes ou de santé des collectifs. Et on avait aussi, alors là c'était à la fois une génération puis une façon de faire en France, où il y avait d'un côté la santé, j'allais dire familiale, normale, que vous aviez avec tout un chacun, avec notre santé, avec notre médecin de ville, la santé hospitalière, donc d'ailleurs certains types de données, et puis vous avez la santé au travail qui était très très réglementée en fonction justement des risques professionnels et autres. Or, ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens, ils n'ont plus envie de ça, ils n'en ont plus, mais que c'est plutôt une approche santé de base. Voilà, en gros, les 3 trucs. L'autre chose aussi qu'on avait vu, il y a eu un gros basculement du secondaire de l'industriel vers le métier essentiellement tertiaire, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, par exemple, le télétravail est en train de transformer complètement la relation au travail, et aussi la grosse difficulté, je dirais le grand défi que tout le monde peut-être n'a pas perçu, je veux dire du côté des employeurs, c'est que certes, il faut faire de la performance, performance économique, technique et autres, mais les questions d'intérêt général et notamment de santé publique, alors là tout le monde est tombé dedans, et dans le lien des 2 problématiques avec le Covid, ça c'était là, est aussi là. Donc comment est-ce qu'on prend tout ça en compte, et avec encore bien sûr l'innovation. Je vous dis très vite les précédents, parce que si ça vous intéresse, on aura le replay mardi prochain, toujours sur notre question data driven, quelque chose sur ce qui est vraiment l'avenir. Alors là aussi je suis obsessionnel, c'est les data synthétiques. C'est-à-dire qu'en gros, sur les questions de risque, et particulièrement quand les entreprises sont en jeu, il y a 2 grands freins. C'est l'un de Buridan, c'est l'un de l'autre. C'est à la fois on a un énorme besoin de données, et en même temps il y a une énorme peur que ces données, non seulement les données personnelles de tout un chacun, soient divulguées et autres, mais en même temps que ces données puissent, et là c'est le péché majeur avec la judiciarisation qui monte, qu'ils puissent être remontés en attaque judiciaire du genre de ce qu'on a connu, qui est le plus d'anxiété pour l'amiante. Donc ça sera les data synthétiques, et c'est un outil justement pour dépasser ça.
On a eu un autre, alors je vous glisse le terme dans le nom parce qu'il va être chez vous tout le temps, c'est le people risk. C'est le risque qui est lié aux gens, à la fois à l'humain individu, mais aussi au collectif. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui vient plutôt du Canada. Et pareil, il faut quelque chose là-dessus, avec les impacts et les liens avec, en innovation, la computer vision et les data derrière. Et donc là maintenant, on est sur le 4e, les permacrises, voilà. Juste dans la ligne, parce que je sais qu'on est dans le post-prandial, donc dans le post-prandial, on peut toujours de temps en temps avoir des assoupissements. L'objectif, c'est qu'on est tout un chacun dans enfin toutes les boîtes d'ailleurs, et tous les acteurs publics ou privés, dans un monde qui est de plus en plus tourbillonnaire avec des impacts, des impulsions et des facteurs. On va de plus en plus, en termes de crise aussi, vers de la multiplicité, de la multifactorialité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour anticiper tout ça, d'où nos 3 exemples là. Et je vous affiche ça, qui est le terme anglais de permacrise, qui a été nommé en fin 2023, début 2024, comme étant le terme de l'année des managers par les Anglais. Donc, je trouve que le dictionnaire, un peu l'équivalent de, on sait pas, la Rousse-Bouton, le pivot des familles, et qui est de montrer ça. C'est-à-dire ce que vous voyez, quand vous figurez en dessous, c'est que tout. Donc là, il y a les risques plutôt du côté de la production d'électricité, par exemple, mais du côté des inondations, les risques naturels, comment tout s'intrique là-dessus. Et surtout, c'est pas pour rien qu'on les a encadrés avec des gens et des gens qui crient, c'est-à-dire que les questions, notamment autour des réseaux sociaux et des mouvements d'opinion, sont toujours en possibilité de venir, je vais dire, un peu accentuer les choses. Voilà. Donc, voilà, on va passer, si vous voulez bien, à nos orateurs et nos intervenants. Donc, Nathalie, ça va être à toi. Nathalie Perrin avec Rémi Bell qui est là. Alors, je vais tout vous dire, à la fois, bien sûr, on a le critère hiérarchique qui est très, très important, et autres. On a aussi, pardon, le critère de la solidarité féminine, vous m'excuserez, mais il est globalement là. Et puis, je veux dire, c'est aussi intéressant d'avoir à la fois, c'est pas pour dire que toi, tu es sur l'épicycle de Mercure, mais tu es sur le global, et puis Rémi qui est là, qui nous dira peut-être tout à l'heure ce qu'il fait, et qui est plutôt sur ce que j'ai compris, le pilotage, non pas de là, mais des cellules de crise et des opérations et vecteurs possibles pour la crise. Voilà. Nathalie, c'est à toi, et donc, dans tous les sens que tu veux, voilà, comment vous êtes tombé dedans, j'allais dire, parce qu'à la limite, quand on dit RTE, réseau d'électricité, on pense tout de suite à ce qui a pu se passer avec les forêts incendiées. On pense aussi, même si c'est pas directement chez vous, à des questions et d'autres types de manifestations qui rendent les problèmes finalement d'approvisionnement électrique compliqués. Voilà. Comment ça se pose chez vous et j'allais dire presque depuis combien de temps la préoccupation crise est-elle rentrée? Qu'est-ce qu'elle recouvre? Bonjour à tous, merci Anne-Marie. Alors RTE, réseau de transport d'électricité, dans la mission du service public sur les autour de l'électricité pour garantir à tout moment l'offre et la demande d'électricité. Et ça partout sur le territoire pour tous nos clients. Alors on verra après qu'on a un réseau qui est assez particulier puisqu'en fait on maintient, on exploite et on renouvelle le réseau 63 000 à 400 000 volts. Donc on n'est pas complètement en lien avec les consommateurs finaux, mais nous avons quand même des clients qui sont industriels et puis notamment aussi tout ce qui est production puisqu'en fait on fait le lien entre la production et la consommation. Alors Anne-Marie, pour répondre à ta question, donc mission de service public, l'électricité, comme tu le disais, tout le monde en a besoin et tout le monde la souhaite. Tout le monde se met à crier quand on n'a plus. Et tout le monde se met à crier quand on n'a plus, mais on peut crier aussi quand on voit les réseaux, donc ça ne nous aura pas échappé que nos réseaux sont dans la nature, et donc forcément soumis à des risques. Alors là, on va en évoquer quelques-uns. Alors quand tu demandais depuis quand on est tombé dans la crise, alors nous c'était même plus en barboteux, je crois que c'était vraiment quand on est né. Alors RTE est né un peu plus tard, mais EDF avant, puisqu'on a toujours eu cette mission de service public et cette obligation de servir le réseau d'électricité.
Donc c'est très, très ancien, très historique, mais très historique de manière mécanique, de manière événement sur les installations. Et effectivement, on va voir que les crises ont plus ou moins évolué et que du coup, cet apport de l'histoire et ces enseignements qu'on a pu en tirer nous ont permis d'adapter ensuite aux crises qu'on a pu avoir à rencontrer. Alors pourquoi historiquement on a ces processus de crise? Parce que justement, je vous disais, notre réseau étant dans la nature, alors on a tous les risques extérieurs. Donc météo, hein, on le voit maintenant aussi avec tout ce que l'on a comme tempête, orage. L'électricité est très sensible à la foudre, donc l'été on a une grosse activité aussi de surveillance. Je t'interromps juste 2 secondes là-dedans. C'est vrai qu'avant, votre marronnier à vous, si on peut dire, c'est on appelle en matière de journalistes les marronniers, c'est les trucs qui reviennent régulièrement. Votre marronnier à vous, d'habitude, c'était l'arrivée de l'hiver avec la neige sur les trucs. Alors maintenant, c'est plus ça, c'est quasiment tout le temps. Oui, on va dire ça comme ça, effectivement, parce que de toute façon, la météo décide comme elle veut et les aléas climatiques. Donc maintenant, on voit aussi beaucoup d'inondations, ce qu'on ne voyait pas forcément avant. Donc forcément, nos installations peuvent se détruire ou du moins souffrir de ces inondations, puisqu'encore une fois, on est dans la nature. Ou les accès. Ou les accès, effectivement. Il y a aussi des incendies, tu l'évoquais tout à l'heure, des incendies qui ne sont pas forcément sur le réseau, mais qui viennent impacter le réseau quand les incendies se passent en dessous. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les risques humains. Alors, vous voyez, la photo, elle parle d'elle-même. Hein, une voiture qui est venue s'encastrer dans un pylône. Donc, au-delà des victimes qui ont pu être faites, nous, ça peut aussi endommager le fonctionnement de ce réseau. On a aussi, alors là, de manière plus volontaire, des actes de vandalisme. Et, enfin, on peut avoir, heureusement, on n'en a pas tous les jours. Des actes de vandalisme, je pense que vous avez bien en tête. Alors nous les JO, ça s'est bien passé, on va croiser les doigts, mais ça s'est bien passé. Par contre, j'imagine que vous avez tous en tête ce qui est arrivé au réseau SNCF, qui est à peu près similaire en fait, et qui a beaucoup souffert le jour de la cérémonie de l'ouverture des JO et qui du coup a bloqué tous les trains. On aurait pu de la même manière avoir ce genre de crise à gérer. L'humain, on a aussi, alors là, de manière plus malheureuse, des actes inopinés, des gens qui montent dans les pylônes pour se suicider ou qui vont au contact de l'électricité. Donc on a aussi à gérer cet aspect humain. Ce qu'on appelle le phénomène de la grue, c'est-à-dire que les gens qui montent tout en haut des grues, vous avez la même chose sur les pylônes. Ouais. Alors on peut l'avoir de manière assez dramatique, comme tu viens de le dire. On peut l'avoir aussi des opposants, parce que ça fait quand même des choses qui sont assez en hauteur. Donc pour mettre un panneau, c'est assez sympa aussi. Mais le risque, il est le même, donc c'est quelque chose qu'on surveille aussi. Et puis, le risque médiatique, hein, mais ça, je pense qu'on l'a tous. Alors nous, on était assez peu connus, RTE, jusqu'à il y a quelques années. On a sorti les futurs énergétiques et on est maintenant un allié, un vrai appui du gouvernement pour définir les programmes pluriannuels de l'énergie. Et donc du coup, on est de plus en plus connus. Il y a eu aussi EcoWatt. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas l'hiver dernier, mais l'autre, où vous voyez la météo et la météo du système électrique. Où c'était vert, jaune, rouge, selon la température et les aléas qu'on pouvait avoir. Donc oui, des risques médiatiques, on peut les connaître aussi. Et vous allez voir qu'en fait, ce système de crise, il est toujours doublé. C'est-à-dire qu'on a la crise, on a la salle de crise technique et puis on a la salle de crise com pour pouvoir répondre. Et effectivement, les réseaux sociaux sont devenus un vrai sujet aussi, puisque ça communique très très vite. Et donc, on a aussi ce besoin de travailler là-dessus. Alors, maintenant qu'on a vu les risques, bon, quand même, globalement, ça vous avez dû le remarquer, vous avez à peu près de l'électricité tout le temps. Donc, on peut se réjouir, hein, ça se passe plutôt bien à 99% du temps. Bien évidemment, les crises interviennent que quand on a des gros soucis. Alors, pourquoi ça se passe bien ? Parce qu'on a, RTE, c'est 10 000 personnes réparties sur tout le territoire français, avec pour 50% des gens qui sont en direct sur le réseau pour le maintenir. Alors on fait bien évidemment tout ce qui est maintenance préventive, ce qui évite d'avoir des aléas et des avaries. On a aussi malheureusement bien évidemment des aléas que vous ne voyez pas toujours, mais donc il y a aussi de la maintenance curative qui est faite par ces salariés. Et puis on a surtout beaucoup de surveillance, donc on a les dispatchers, donc qui sont les aiguillères, on va dire, des électrons et de l'électricité, qui sont 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Et puis, on a maintenant en train de créer aussi, alors on l'a vu, j'ai oublié la crise cyber tout à l'heure dans mon slide, alors évidemment on a aussi ça qui commence à poindre, puisque Anne-Marie, pour répondre en partie à ta question sur la data, nous avons énormément de data et c'est ce qui nous permet de piloter le réseau bien évidemment en temps réel. Et donc la cyber, c'est comme toutes les entreprises, en fait, évidemment c'est devenu un vrai sujet de préoccupation. J'imagine aussi bien le cyber en tant qu'attaque que cyberfuite par toutes les autres régions de la Terre. Tout ce qui pourrait arriver et qui du coup ferait que nos données ne sont plus disponibles pour pouvoir piloter le réseau comme on doit le faire. Et donc on s'est doté de celles de supervision. Alors avant ce n'était que sur les flux d'électricité. On s'est doté maintenant sur les flux, je dirais, de SI, les flux télécoms. Donc pour regarder tout ce qui peut se passer en termes de cyber, et puis aussi tout ce qui est autour du matériel, qui pointe là pour le coup vraiment tout ce qui peut se passer sur le réseau. Alors c'est en général moins visible pour les utilisateurs, mais comme le réseau est très maillé, en fait vous ne le voyez pas, mais par contre pour nous c'est important puisque ça fait des défaillances dans notre réseau. Bien sûr, donc je vous le disais, on a des équipes opérationnelles, donc très importantes puisque c'est elles qui font la maintenance et qui interviennent aussi quand on a des crises. Donc on va le voir tout à l'heure, le dispositif un peu plus en détail. Et puis, comme je vous le disais, on a tout un dispositif de com, des gens qui sont formés, qui ont des média training pour répondre à tout ce qui est sollicitation de presse, réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer quand il y a une crise à gérer. Alors, ce fameux dispositif, quand ça ne marche pas, alors encore une fois, je vous dis, ça marche quand même la majorité du temps, mais il est important que quand ça ne marche plus, ou quand on voit poindre un événement redouté, on puisse le gérer de manière très rapide. On a des astreintes, en fait, sur le terrain, on a des astreintes de direction qui permettent de prendre les décisions au bon niveau, de relayer aussi les opérationnels qui sont les yeux sur le terrain et puis donc la direction qui doit prendre des décisions très rapidement par rapport à ce qui se passe sur le réseau. Donc vous voyez, on met en place des cellules de crise. Donc il y a tout un système processé depuis très longtemps. Enfin, tu le disais, c'est Rémi Bell qui s'en occupe chez nous. Et qui est revu régulièrement pour que quand on arrive dans une crise, et là on sait la charge mentale est énorme, on n'ait pas à réfléchir et que la plupart des choses soient déjà plus ou moins pensées, sauf que bien évidemment les cellules de crise peuvent gérer en temps réel. Une cellule de crise, en gros, elle peut être au niveau régional, national, on met à peu près 1 heure pour la constituer du fait que nos processus et toute l'organisation est faite en amont. Donc on a toujours des gens d'astreinte et on a toujours des gens en permanence. Question de coulisses, alors tu n'as peut-être pas envie de répondre, mais en règle générale, comme ça, là, par exemple en ce moment, est-ce que vous en avez, il y en a combien d'actives par mois, par an Rémi, vous auriez une idée ouais. On ne peut pas dire que RTE soit une entreprise de crise. En moyenne, on ouvre une dizaine de cellules de crise par an côté RTE. À titre de comparaison, si on parle de la SNCF, une cellule de crise territoriale de la SNCF est ouverte 300 jours par an. Voilà. On n'est pas sur le même problématique. Et en général, nous, quand on a une, par contre, ça se voit. Donc ces cellules de crise, donc vous le voyez, donc elles peuvent prendre... Juste par contre, encore 3 minutes. Je suis désolé d'avoir c'est fini, c'est le dernier. Donc les cellules de crise, vous disiez, historiquement, c'était surtout technique. En fait, c'était pour vous rappeler la tempête de 99. Là, pour le coup, on en la compte pour une, mais elle a duré un certain temps. Mais on a évolué. Alors vous voyez sur une des photos, on a le permanent de direction qui a un masque parce qu'on a créé une cellule de crise en doublonnant en fait ce qui se passait sur le réseau. On l'a fait pour le Covid. Vous imaginez bien que la France était déjà dans un état économique assez désastreux à ce moment-là, et donc il ne s'agissait pas que l'électricité en plus vienne à manquer. Donc nous, on a assez peu connu le confinement, le télétravail, et on a eu beaucoup de salariés qui ont continué à travailler. Donc il fallait chaque jour trouver les masques, le gel. Maintenant ça fait rire parce qu'on les trouve partout, mais à l'époque il y avait un vrai sujet. Les accès, puisque les gens, il faut qu'ils aillent partout sur tout le territoire. Donc quand vous avez des zones qui sont interdites ou des horaires qui sont interdits, il faut avoir des accès. Et donc toute cette cellule, on a dupliqué en fait le système de cellules pour pouvoir
faire face au Covid. On a une cellule de crise com dédiée, toujours en doublon de l'autre cellule de crise, y compris pour le Covid. Et puis la dernière qu'on a vécue, c'est les JO. Alors on est content parce que vous n'avez pas entendu parler de nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en général, quand on parle de RTE, ça ne passe pas très très bien. Ça c'est vrai, oui. Oui, bah oui. Pardon. Et si vous faites de vachement bien, notamment, pardon, je fais une parenthèse, ils ont une cellule stratégique assez géniale. Ils produisent des documents de stratégie qui sont excellents. Et pardon de dire les choses, mais il arrive à France Stratégie, qui est une forme d'aspirateur à diverses sources, de reprendre ce que vous faites sans trop vous citer dans tout. Et du coup, j'ai perdu le fil de mes idées. Donc j'en étais, oui, les JO, puisque vous savez, et ça ils ont beaucoup communiqué là-dessus, c'est qu'ils voulaient le moins de groupes électrogènes possible pour avoir une alimentation dite verte. Et donc le réseau a été énormément sollicité, ce qui était une première en niveau de pourcentage par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les autres JO ailleurs. Donc ça, et puis, qu'est-ce que j'oublie? Non, puis les crises qui peuvent arriver cyber, effectivement, celles-là, on les connaît depuis assez peu. En matière de santé, ce qu'on a derrière les crises aussi, j'ai beaucoup parlé de la com, mais on a aussi ce qu'on appelle les cellules de gestion du stress post-traumatique. Donc, parce que ces événements-là, d'un point de vue humain, ça peut être très lourd aussi, et donc du coup, on a des dispositifs qui nous permettent de prendre le relais quand la crise est passée d'un point de vue technique, mais que bien sûr, d'un point de vue humain, on a toujours des choses à faire. Et puis, ça nous permet aussi, ces cellules de crise et de permanence, d'être en lien direct avec les autorités, avec les SDIS, justement, parce que souvent on collabore, ou les forces de l'ordre, pour pouvoir travailler ensemble. Et puis Rémi, je disais, on est toujours en lien aussi avec la SNCF et des DIS, tous les autres gestionnaires de réseau. Ce sont les autres opérateurs. Merci. On aura plein de questions à te poser, mais je vous propose que peut-être on regarde nos 3 types d'exemples et qu'on passe aux questions ensuite. Donc merci à toi. Donc tu sais que tu auras tout à l'heure une question sur les data, puis une autre sur le stress post-traumatique. Oui, voilà. Alors, je passe à Jacques. Non, normalement, si tu le tiens en dessous, c'est le monsieur qui va... Allô? Bien, donc je suis Jacques Lepussard, je suis le président de l'Institut de maîtrise des risques, IMDR. L'IMDR est une association, comme le sert l'entreprise en santé. Je suis très heureux de cette opportunité de collaborer. Ils sont un tout petit peu plus reconnus. Les associations sont un terreau à idées. En France, par rapport aux pays anglo-saxons, on utilise moins le mode associatif. Mais c'est quand même une ressource extrêmement importante parce que ça permet d'échanger entre milieux professionnels qui sont différents et qui n'ont pas forcément dans leur business du quotidien des relations fortes. Donc l'IMDR c'est un ensemble d'associations dont les membres sont des grands groupes industriels, dont RTE, on trouve EDF, on trouve Airbus, on trouve Thales, des fleurons industriels. Des laboratoires universitaires. Il y a quelques petits aussi. Il y a quelques PME. Alors c'est surtout des PME qui font métier d'aider les entreprises à gérer leurs risques. Donc on trouve les grands noms de ceux qui sont moins connus du grand public, mais ce sont les grands noms français. Et puis on trouve aussi donc, des chercheurs et des experts individuels, comme moi aujourd'hui. Alors moi je voudrais vous parler des crises et des problèmes des entreprises qui sont qu'on n'appelle souvent pas des crises, mais qui peuvent se produire, qui se produisent et qui peuvent parfois tuer les organisations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les entreprises vont mal, elles sont en crise, et aucune cellule de crise n'est capable de les sauver à ce moment-là. Donc, un exemple, Boeing. Boeing devient incapable de produire des avions, ils ont eu quelques pépins, et puis ils ont pris un certain nombre de mesures qui en fait ont aggravé les choses. Ça a généré des grèves, qui perturbe la production. Enfin, c'est une spirale descendante, et on finit par changer l'Assemblée générale a changé le directeur général, mais est-ce que ça suffira? Donc il y a des moments comme ça dans les organisations où les choses vont moins bien, et ce sont aussi des crises. On les appelle comme ça ex post. Alors, en fait, plus généralement, l'idée selon laquelle les progrès technologiques, et notamment l'abondance des data, c'est quelque chose qui, par nature, réduit l'incertitude. Ça, c'est une idée qui plaît bien aux ingénieurs, mais elle est fausse.
en fait, ce que ça fait, c'est que ça repousse l'incertitude dans des coins très obscurs des organisations. Et si on ne fait pas attention, ça remonte là, quand on ne s'y attend pas, évidemment, et ça génère des crises d'un genre différent qui sont très difficiles à gérer parce que ce ne sont pas des événements redoutés. Les organisations ne se sont pas entraînées à y faire face et ça leur tombe dessus. Alors, les recherches qui ont été faites sur ces sujets-là, c'est presque exclusivement aux États-Unis et au Canada. Très peu en Europe, un petit peu au Royaume-Uni, mais très peu en Europe globalement. Vous avez des gens comme Farjoun, professeur Farjoun, Starbuck, qui ont travaillé sur les problèmes de la NASA, sur les problèmes de Boeing, dont je parle. Et je voulais vous élaborer avec cette notion d'un prisme de regard des organisations à travers ce qu'on appelle les limites organisationnelles. Les ingénieurs, ils sont habitués aux limites techniques des systèmes, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'au-delà d'une certaine tension, ça va sauter, si je parle d'électricité. Et on gère ça avec des datas, on gère ça avec des limites, on fait des études en laboratoire pour savoir quelle tension, quel ampérage les câbles peuvent supporter, parce que sinon, voilà. Donc le problème physique, c'est qu'il y a des changements linéaires, et puis tout d'un coup, il y a une rupture. Et c'est un phénomène non linéaire, mais que les ingénieurs connaissent grâce aux recherches, grâce à la gestion qu'ils ont avec les statistiques, etc. Et en fait, l'idée est très simple, c'est de dire les organisations, c'est pareil. Les organisations ont aussi des limites. Donc une organisation, c'est un organigramme, des moyens budgétaires, des moyens techniques, humains, des infrastructures. Tout ça fonctionne grâce à des procédures qui ont été vérifiées, des systèmes d'assurance qualité, de sécurité, etc. Tout ça fonctionne bien. Et puis ça peut se dégrader ou s'améliorer. Et puis il y a des moments où ça peut aussi se rompre. Et en fait, ces limites organisationnelles, donc on les définit comme ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, une organisation devient incapable de produire ce pourquoi elle a été conçue. Donc, je parlais de Boeing, mais on peut parler par exemple de la production d'électricité nucléaire d'EDF avant la crise du Covid, qui baissait. Et alors, bon, il y avait quelques pépins techniques qui étaient identifiés, mais ça ne suffisait pas à expliquer. Et en fait, c'était que dans la tête des gens d'EDF, on était en train de sortir du nucléaire, et que donc la production nucléaire était une variable d'ajustement par rapport à la sécurité, qu'il n'y avait aucune... il fallait absolument être sûr qu'il n'y avait aucun risque, et donc, le cas échéant, on a arrêté de produire, comme ça, et ça, c'était dans la tête, c'était écrit nulle part. Mais le safety first était devenu un détriment fort pour la production nucléaire. Et c'est des recherches aujourd'hui qui permettent de mettre ça en lumière. Et ce sont des phénomènes qui ne sont pas faciles à appréhender. Et donc, qu'est-ce qu'on peut... Juste là-dessus, juste une question là-dessus, d'autant plus, j'allais dire que tous les trois, vous êtes sur des missions complexes qui sont quelque part toujours de service public, et donc qui sont encore plus sensibles. Et là, je repense à ce que tu disais, par exemple, sur EDF et nucléaire, et sa volonté de performance. Comme une des questions, c'est comment se fait l'arbitrage entre la performance et la précaution à l'interprétation. Justement, je ne réponds pas tout de suite à ta question, mais je vais y répondre après. Donc, ces limites organisationnelles, elles sont invisibles, parce qu'on est normalement sur le guidon, et puis même quand on la passe, c'est pas facile à voir. Elles sont élastiques, donc elles peuvent aussi être repoussées. Alors, je prends l'exemple des Jeux Olympiques de Paris, où tous les Cassandres avaient dit les Français sont incapables d'organiser un truc comme ça va forcément dégénérer, il va y avoir pas forcément des attentats, mais bon, l'organisation va pas être comment on va accueillir ces millions de gens, il y aura des grèves dans les transports, etc. Et bien, tout s'est très bien passé. Et en fait, donc ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'effort de tous les participants pour repousser les limites, en fait. Alors, voilà, donc ça sera intéressant à étudier aussi par la recherche. Et donc, en fait, ces limites organisationnelles, elles sont régies par la complexité des organisations. Plus c'est compliqué, plus les organisations sont complexes et interdépendantes, plus les limites organisationnelles sont un cadre. Il y a la rigidité procédurale, c'est-à-dire quand les gens n'ont plus d'autonomie, tout leur travail est défini, du coup, ils ont le nez dans le guidon obligatoirement, et c'est un aggravant des limites organisationnelles. Et puis le troisième élément important, c'est l'abstraction. C'est-à-dire au niveau des boards, des directions générales, les données sont
synthétisés et finissent, c'est toujours en euros. Et en fait, les euros, c'est un éclairage qui est très limité. Et en fait, on ne voit plus un certain nombre de choses. Donc l'abstraction des data finit par créer des problèmes de limite organisationnelle. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour mieux les prendre en compte? En fait, il y a 3 grandes clés d'après les travaux de recherche qui ont pu être menés. Et la première chose, c'est d'avoir conscience que ça existe. Ce qui n'est pas le cas dans le club. On ne raisonne pas, les ingénieurs en particulier, même les managers formés dans les écoles de commerce, etc., ne raisonnent pas en termes de fragilité de l'organisation. C'est-à-dire quelqu'un conçoit une procédure, elle va forcément marcher. Il y a autant un ingénieur, il va prévoir des marges, des incertitudes, il va traduire ça en chiffres, plus ou moins temps. Dans les organisations, la procédure, elle est forcément parfaite, jusqu'au jour où elle ne marche plus. Donc la conscience de ça, et si on a conscience, on devient vigilant, on devient critique vis-à-vis de ce qu'on écrit soi-même, de la manière dont on écrit les procédures. Est-ce que ma procédure ne va pas contraindre les gens trop? Est-ce que ça ne va pas les priver d'une autonomie indispensable, alors qu'on aurait pu faire autrement? Le deuxième point important, qui élargit, là, le premier là, c'était plutôt les managers, mais après il y a la cohérence du sens de l'action à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour un grand patron d'EDF, c'est facile, je dis je veux produire, et je veux le produire de manière sûre. Donc il met les deux sur le même plan d'égalité. Mais il y a un type que dans la salle de contrôle, dans la salle de commande du réacteur, quand quelque chose se produit, lui il ne peut pas dire production ou sécurité, lui c'est sécurité. Parce que si quelque chose se met à flancher, il va arrêter sa production. Et entre les deux, la traduction du sens de l'action, parfois il y a du flou, et le flou crée des incertitudes, crée des contradictions latentes, peut créer des ruptures dans la compréhension, dans l'adhésion en fait, des salariés. Et ça, c'est un facteur très très puissant de limite organisationnelle. Donc, ça veut dire que se préoccuper de la production, de la translation du sens qu'on donne à l'action, du haut en bas de l'organisation, pour que ça soit logique et qu'on soit logique avec soi-même. De haut en bas, c'est absolument essentiel. Sinon, on a une perte de sens, et les pertes de sens sont dramatiques. Et dans l'autre sens, voilà, si tous les opérateurs des JO dans tous les domaines ont réussi, c'est parce que ça faisait du sens, tout simplement. Et ça a été un facteur majeur de succès, indépendamment des moyens financiers, etc. Mais le simple sens que ça avait, de dire on est la France, chaque petite personne se disait je veux contribuer à quelque chose qui me dépasse, et ben, c'est un facteur majeur de repousser les limites organisationnelles. Et le troisième élément, c'est ce que les Anglais appellent, justement, on n'a pas d'appellation en français, donc c'est bien significatif, c'est ce qu'ils appellent la collective mindfulness. Mindfulness, c'est la présence, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Comment est-ce qu'on est capable d'observer ce qui se passe dans l'organisation? Et c'est là qu'on a besoin des data, mais de manière intelligente. Et en fait, ça se traduit par 5 types de choses. C'est l'attention portée aux petits incidents du quotidien. Ça permet d'éviter des plus grands. Mais encore faut-il qu'ils soient bien répertoriés. Parfois, c'est caché, parce qu'il y a un effet Potemkin. Il y a beaucoup de tableaux de bord d'entreprise qui, en fait, sont déviés par la hiérarchie pour en faire des choses qui sont parfaites, qu'on montre au directeur général, tout est en ordre. Voilà. Donc, il y a un effet Potemkin dans les datas qui est latent. Et donc, il faut mais qui a toujours été. Je veux dire, c'est encore plus maintenant, mais il y a un certain temps, c'était pareil. Oui, mais c'est pareil maintenant. C'était pareil. Moi, pareil. je me souviens, je ne dirai pas où, et puis quelqu'un peut-être saura, de mes premières interventions de consultant pseudo-vac Kinsey il y a quelques années, et où en gros, la demande du président, c'était essayer de savoir quels sont les vrais tableaux de bord, de vraie conduite industrielle des usines, derrière ce qu'on montre. Oui, mais à nouveau. Le second point, c'était, au-delà des petits incidents, se préoccuper de l'opérationnel, donc d'avoir par exemple des cellules de crise qui sont entraînées, faire en sorte que le vocabulaire de crise soit quelque chose qui est vraiment partagé par tous les acteurs, ce qui ne va pas forcément de soi, parce que ça concerne les administrations, les entreprises privées, la population, les pompiers, etc. Donc en fait, le partage de toutes ces données qui permettent de piloter la crise, c'est quelque chose qui prend du temps, qui coûte de l'argent. Il faut éviter de simplifier, parce qu'on a toujours tendance avec les datas à simplifier les choses, à synthétiser, et on perd de l'information. Il faut respecter l'expertise là où elle est, c'est-à-dire le technicien
en haut de son pylône, il en sait souvent plus que son manager, qui lui a d'autres compétences, mais sur le pylône, c'est le technicien qui connaît. Et puis enfin, la résilience, c'est l'entraînement à se relever des événements inattendus. Et donc, pour conclure, je dirais que les datas sont essentielles au management des risques, mais il faut apprendre à les examiner de manière critique, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce regard au second degré qui est essentiel, et il faut penser collectif aussi, c'est-à-dire on est dans des organisations où il y a cet effet pondère qui fait qu'on est tous interdépendants les uns des autres, et plus on avance technologiquement, plus on dépend des technologies fournies par les autres, et les datas individuelles ne reflètent pas ça. Donc il y a cette préoccupation qu'il faut avoir. Merci Jacques, merci. Alors, moi, on aura plein de questions à vous poser après, notamment sur les questions, là une autre que vous avez évoquée, de retour individuel, mais j'aimerais bien que cette fois-ci on fasse la parole. Je vais peut-être regarder si elles appellent. On ne parle pas de général, mais de contrôleur général, donc monsieur le contrôleur général tout d'abord. Merci Anne-Marie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc on va continuer un petit peu ce voyage en incertitude. Moi, je vais vous parler du facteur humain. Moi, mon métier, c'est de faire que des choses qui n'auraient jamais dû se produire. Donc, je vais aborder très rapidement, on va poser des repères. En fait, on va continuer à fixer quelques repères. Donc, des éléments sur la présentation personnelle pour expliquer, en fait, moi, je fais des voyages entre la théorie et la pratique en permanence. Je ne pose pas le volet intellectuel et le volet pratique, il faut les deux. Il faut penser, il faut agir. Quelques fausses bonnes idées. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent de crise, de gestion de crise, d'évitement de crise. Il y a des bibliothèques entières sur le sujet. Ce qui est intéressant quand même, c'est justement de se confronter à la réalité et d'avoir l'humilité aussi de se dire qu'à chaque fois c'est un nouveau défi. Donc d'être prêt à être surpris, d'accueillir les surprises et souvent les mauvaises surprises. Et donc ça n'est jamais en appliquant, en abordant ces situations-là avec de la certitude ou des idées reçues ou en appliquant que des recettes. Du coup, quels peuvent être les repères? Parce qu'il faut quand même aborder ça non pas que avec l'intuition et avec des personnes qui forcément imaginent vite, mais sont des créatifs, mais n'ont pas de repères. Il faut être capable d'allier ces deux divers. Il y a une caisse à outils à avoir. Et puis ensuite, effectivement, quelques éléments à garder. Sur la présentation, ce qui compte, voilà, c'est quelques photos. Moi, je suis un pur produit des services opérationnels. Bon, j'ai fait 2-3 études, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'ai appris à réfléchir avec une analyse cartésienne, rationnelle. Je suis aussi coach certifié de l'ESSEC, donc je me suis aussi beaucoup intéressé à la façon dont l'individu pense, comment il se comporte, la sociologie des organisations, des groupes, et du coup, l'alliance des deux, réfléchir, agir, accueillir les émotions, les gérer, se connaître à titre individuel, se connaître aussi de façon collective. J'ai aussi été porte-parole de la Direction Générale de la Sécurité Civile, donc ça c'est une expérience assez intéressante, ça permet de découvrir en fait le fonctionnement des médias, mais la machine médiatique au niveau national, quand on porte la parole d'une institution qui engage le ministère de l'Intérieur, il y a forcément, là encore, un métier à découvrir, et la communication, ça a été évoqué précédemment, est un des piliers de la conduite et de la gestion de crise. Avec l'arrière des coulisses et l'avant de la scène. Pardon? Avec l'arrière des coulisses et l'avant de la scène. Exactement, et je cite souvent le général MacArthur, la guerre est gagnée quand le journal dit que la guerre est gagnée. On peut réussir techniquement une très belle opération, si elle est médiatiquement salopée ou maltraitée, l'opinion publique en gardera une mauvaise image. Je ne dis pas que si on rate complètement une opération mais qu'on la traite très bien en matière de communication, ça serait une réussite, mais une opération techniquement moyenne peut être perçue comme réussie. Voilà, si on gère les choses. Donc voilà, alternance d'expérience au sein des forces, unité des forces spéciales, et en tant qu'officier de sapeur-pompier, donc je suis à la tête du service départemental métropolitain d'incendie de secours. Donc c'est un très gros service d'incendie de secours, 6800 personnes, une intervention toutes les 4 secondes et un établissement public qui a un périmètre financier de plus de 200 millions d'euros. Donc ça se gère aussi
avec de la négociation avec les financeurs, avec le facteur social, les organisations sociales. Voilà, c'est un travail en soi au quotidien, mais notre métier, notre raison d'être, c'est que toutes les 4 minutes, on a un nouveau défi à relever et on le relève uniquement ensemble. Voilà, moi, j'interviens jamais tout seul, les équipes n'interviennent jamais tout seul. Chez nous, la dimension individuelle n'existe pas. Voilà, c'est au minimum un binôme, agrégé dans des équipes et après agrégé dans des dispositifs beaucoup plus loin. Donc sur les fausses bonnes idées, c'est partir de justement l'idée qu'il y a des recettes de cuisine à appliquer. Voilà, quelqu'un qui applique des recettes sans trop savoir pourquoi, aborde l'incertitude avec des certitudes, et là on est sûr que ça se passera mal. Il faut des repères, mais jamais de certitude. Le fait de considérer effectivement aussi que parce qu'on a passé beaucoup de temps à planifier, on a forcément tout prévu, ça c'était des concepts qui marchaient avant. Aujourd'hui justement, la permacrise, c'est qu'on a des facteurs de friction permanents. On a des choses, alors c'est pas que des grosses difficultés, mais on a des choses compliquées avec des degrés divers d'impact qui nous perturbent, qui nous polluent, qui nous télescopent. Donc voilà, il y a une notion d'inconfort. Ce sujet de crise, moi je voudrais le renvoyer à une définition extrêmement simple, c'est l'aquaplaning décisionnel. Voilà, c'est la perte de sens, la perte. Voilà, une organisation, vous l'avez dit, elle est faite pour produire, pour faire quelque chose, et à un moment donné, pour tout un tas de raisons, eh bien on n'y arrive plus. C'est cet aquaplaning décisionnel, c'est-à-dire qu'il y a un découplage complet entre les décisions prises, les effets qu'on souhaite obtenir et les résultats obtenus. Voilà, donc c'est pas forcément une catastrophe. D'ailleurs, des situations d'urgence ne sont pas des crises. Il y a des atteintes à l'image, il y a des situations où il y a des crises sans mort, et il y a des situations où il y a des morts, et il n'y a pas de crise. Donc la crise, c'est vraiment quelque chose qui concerne la prise de décision. La permacrise, c'est effectivement quelque chose qui renvoie à la notion de complexité, d'interaction, d'interréaction. Voilà. C'est l'intrication de tout un tas de dispositifs, ça renvoie à la complexité du monde dans lequel on vit. Tout est numérique, tout va très vite, et donc on perd des fois cette qualité rare qui est de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et quand tout va très vite, la tentation c'est d'accélérer. Le bon réflexe, c'est au contraire, quand on a envie d'accélérer, c'est de se poser. C'est de savoir faire. Vous pouvez nous l'illustrer sur un exemple qu'on touche du doigt, par exemple, le type d'accélération auquel vous vous êtes confronté, sur lequel il ne faut surtout pas foncer, justement. Alors, on va remonter le temps, 2015, mon téléphone sonne le matin et j'ai mon centre opérationnel qui m'informe que on pense qu'il y a un avion gros porteur qui s'est craché dans le parcours. Ça, forcément, la journée commence mal. Il n'y a pas de certitude. Et donc, voilà, c'est le crash de la Germanwings. Ça commence par un coup de fil en disant, voilà, on a perdu la trace radar d'un avion. Premier sujet, c'est pas de tout lancer et de se précipiter dans la gueule du lion. C'est de se dire, voilà, si c'est avéré, eh bien, ça va forcément être une opération majeure. Donc là, le réflexe, ça n'est surtout pas de précipiter tout le monde sur le terrain, c'est de rassembler les équipes, la garde rapprochée, c'est rendez-vous dans 5 minutes dans notre espace, et on pose les éléments. Quelles sont les infos? Qui a appelé? Quelle est la véracité des sources? Comment on recoupe très vite? Et une fois, et là c'est quelques minutes, on acquiert au moins une présomption raisonnable de doute, c'est alerter la préfète en disant voilà, je pense que, et je vous propose de. Et le je vous propose de, c'est engager 750 personnes en opération. Alors là, oui, il y a des plans, il y a des réactions. Le seul objectif, c'est de se dire, voilà, s'il y a un survivant, si la catastrophe est avérée, s'il y a un survivant, on va essayer de lui donner le maximum de chances de survie. C'est en montagne, c'est un territoire difficile d'accès, on ne sait pas encore comment on va pouvoir accéder. Voilà, c'est exactement ça. C'est au lieu de partir et de plus pouvoir être joignable, c'est au contraire rassembler les forces, faire un état zéro et se poser la question de savoir finalement quels sont les renseignements, de quoi on dispose, quelle est la fiabilité et comment on s'organise, quelle est la place de chacun. C'est créer du sens en fait. Donc voilà, savoir, prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est important parce que on est dans la l'âpreté permanente. Voilà. Il y a de l'inconfort, il y a de la difficulté, et donc ça va être aussi un voyage entre le sujet individuel, les émotions, les réactions,
mes compétences et l'interaction avec les autres. Donc on n'est jamais seul, on ne doit jamais être seul, un chef ne doit jamais être seul. Et donc il ne faut jamais dissocier le volet irrationnel et le volet rationnel. Souvent l'erreur, c'est de considérer que la gestion de crise c'est une affaire analytique, c'est une affaire d'algorithme, c'est une affaire de procédure, oui, mais ce sont des hommes et des femmes qui mettent en œuvre. Ce sont des hommes et des femmes qui analysent. Et si ces hommes et ces femmes se trompent, parce qu'ils ou elles ne vont pas bien, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont préoccupés, on va passer à côté de l'analyse pertinente. Pour pouvoir discriminer le signal faible dans le brouillard, améliorer la vision dans le brouillard, il y a effectivement à travailler le facteur humain. Donc on n'est jamais totalement rationnel. On parle souvent de la rationalité limitée du décideur. Ça, il faut en être conscient. Il faut pouvoir suffisamment se connaître et donc bâtir autour de soi, quand on est décideur, une équipe qui, en confiance, va pouvoir dire bon, attendez, là, il y a des choses, c'est pas cohérent. Ça, il faut savoir l'accepter. Je vous attends 30 secondes, mais je reprends l'exemple de la Thermalux, par exemple, avec d'un seul coup, vous décidez, enfin, plusieurs, qu'il va falloir mettre 750 mètres ou mes sur le terrain. Comment ça se prépare, comment je prends la décision dans ces cas-là, par exemple? Alors là, c'est justement tout l'intérêt de la préparation. C'est l'intérêt des entraînements, c'est l'intérêt de la planification. On ne se pose pas de questions. Engager 750 personnes en quelques minutes, on sait faire. Nos organisations sont rompues à ça. Dernière situation de grande ampleur dans le Rhône, c'est il y a 3 semaines, un épisode Seine-Nol qu'on attend plutôt dans les départements situés plus au sud et qui finalement va démarrer en Ardèche et arrive dans le Rhône et dans la Loire. Voilà. Moi, en 2 heures, je suis passé d'une situation de vigilance jaune, orange à rouge. Donc, en gros, quand on a la vigilance rouge, heureusement qu'on s'est un petit peu organisé parce qu'on a déjà 350 sapeurs-pompiers sur le terrain. On a mis en sécurité plus de 500 personnes qui se sont retrouvées piégées sur l'autoroute dans une zone commerciale. Donc des gens qui ne sont pas en danger de mort, mais qui sont dans des situations où leur vie peut être menacée si on ne les sécurise pas. Donc c'est pas le spectre absolu du sauvetage, mais ce sont des situations où les vies sont exposées. Voilà, donc c'est un peu, pardon, un peu ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois on a tout de suite les réflexes parce qu'on a les procédures et qu'on a le bout d'esprit nécessaire pour prendre les décisions sur l'aléatoire. Oui, alors l'alerte météo nous avait fait placer notre chaîne de commandement et notre organisation de gestion de crise au niveau le plus élevé. Et quand on voit que l'événement n'est pas tout à fait celui auquel on s'attend mais qu'il est pire, on monte tout de suite les postures et on a effectivement une organisation d'anticipation. On prévoit des actions, mais on prévoit aussi d'autonomiser les centres d'action. Donc en fait, comment on gère un événement comme ça, c'est utiliser dans la caisse à outils un certain nombre de repères, se dire voilà, il se passe des choses graves sur tel secteur, on le rend on projette des moyens opérationnels, des moyens de commandement, et donc tant que ce secteur arrive à faire face, il ne nous sature pas la prise de décision et l'analyse avec tout un tas de détails, il nous informe simplement, voilà, là je reprends le contrôle, ou j'ai des difficultés sur telle ou telle chose. C'est en fait ce que vous évoquiez, c'est savoir faire le tri, c'est avoir en fait un peu ce tamis intellectuel qui permet de traiter toutes les informations, mais de leur donner en fait la bonne pondération. Est-ce que c'est significatif pour la décision ou pas? Voilà, donc... Emmanuel, je suis en train de me faire engueuler sur le temps, donc... vous nous laissez encore combien? 5 minutes? Voilà. Alors, les fausses bonnes idées, vous avez eu le temps de lire un petit peu les choses, donc c'est tout ce qui est préformaté et lorsqu'on plaque des idées reçues finalement sur des concepts. C'est important d'avoir des repères, on ne peut pas partir sur des concepts absolus. Mais les repères, donc effectivement, consistent à s'entraîner. Je vais un petit peu évoquer, je vais être très rapide là-dessus. S'entraîner à l'inconfort à titre individuel, c'est faire du sport, c'est avoir des moments de détente, c'est être capable d'accepter une charge mentale. Et ça, les décideurs ont l'impression qu'ils savent le gérer parce que on baigne en permanence dans un flux d'informations. C'est important d'être capable justement de mettre autour de soi, avec soi, un dispositif d'équipe qui est capable de tamiser et qui est capable aussi d'être le contradicteur. Moi je pense que la première qualité d'un décideur, c'est d'être capable d'être contredit et d'accepter la contradiction. Voilà, ça, et en même temps, il faut décider vite. Il faut décider vite,
Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, ça nécessite de savoir perdre. Pour gagner du temps, il faut savoir en perdre. Donc accueillir les surprises, je l'ai évoqué, je ne reviens pas dessus. L'approche itérative, je vais le compléter tout à l'heure. Les émotions, j'en ai parlé. La photo partagée, vous l'avez évoqué. Comment on crée du sens, c'est à partir du moment où on a compris ce qu'on devait faire et comment on va s'y prendre pour le faire. Et souvent, les grandes faillites de décision, c'est justement quand il y a ce fameux découplage, la crise, c'est l'aquaplaning décisionnel. Donc si on ne veut pas tomber là-dedans, il faut absolument créer cette photo partagée. Lorsqu'on voyage en incertitude, on a ce petit schéma qui permet de se rappeler qu'effectivement, tout part des émotions. Dès qu'on a une information, elle génère des émotions. Il faut pas le nier, il faut l'accueillir, il faut le gérer. Elle a des émotions à titre individuel, à titre collectif. Derrière, il y a le raisonnement. J'ai une partie des données, pas toutes. La data et les outils qui gèrent la data peuvent m'aider à ce niveau-là, pour mieux comprendre, pour discerner. Il y a ensuite un cadre espace-temps, donc le biotope, où est-ce que ça se passe, quelles sont les règles, les particularités. Il y a un sujet de parties prenantes. Il y a toujours des organisations, il y a des victimes, il n'y a pas de victimes, il y a des partis politiques, il y a des groupes d'opinion. Il y a toute une organisation qui est impactée, il y a des parties prenantes. Derrière, il va falloir créer l'équipe. Moi, je ne crois pas à l'équipe toute faite. Systématiquement, chaque défi, il faut peaufiner les choses. C'est pas exactement les mêmes règles. Et il va falloir positionner le leader, l'équipe, le rôle des uns et des autres. Donc, il faut créer les règles. Ensuite, on a donc une phase de compréhension. On partage, on croise. C'est là où chacun doit sécuriser la compréhension. On a ensuite le plan d'action, la stratégie, mais ça, ce n'est que du jus de cerveau. Derrière, il faut le transcrire en action. Comment on le transcrit en action? C'est en repassant dans la culture de l'oralité de l'écrit. Voilà. On écrit nos ordres, mais ça doit être concis, très clair, avec des mots simples. Derrière, il faut briefer, il faut expliquer. Il y a après la balance des moyens, la temporalité et la faisabilité financière, les moyens techniques. Il faut agir, et je dirais oser agir. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui dans plein de situations. Les gens n'osent pas agir. Ensuite, il y a donc la coordination, la cohérence, et ensuite vérifier donc ce qui se fait. Et on est sur une approche itérative. Parce que ça, on le refait en permanence et on mesure les résultats obtenus pour pouvoir adapter le dispositif. Et donc, pour conclure, j'aime bien citer Bergson, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Je crois que c'est un balancement permanent entre cette nécessité de se remettre en cause, réfléchir, travailler à plusieurs, sécuriser l'action collective, être certain qu'on lève les biais cognitifs en rendant explicite les choses et en rentrant dans ces approches itératives et où on s'entraîne à être dans l'inconfort, dans la surprise. Voilà, donc c'est un volet très rapide et j'ai simplement cité un livre auquel j'ai participé. Restaurer le lien social en situation extrême, c'est un peu ce voyage, comment on gère, comment on prend compte le facteur humain, du début d'une catastrophe en passant par l'accompagnement des victimes et ainsi de suite. Voilà, donc c'était traversée extrêmement rapide de tous ces enjeux du facteur humain en situation extrême. Merci et merci à vous et merci à vous encore. Peut-être une question maintenant. Alors d'abord, vos questions, si vous souhaitez, il y en avait envie, on doit passer maintenant à cette, globalement à cette partie. Moi, on en aurait une à vous poser tout de suite, mais peut-être qu'il y en a d'autres là. C'est sur justement le retour, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois beaucoup de préparation et en même temps, il faut quand même pouvoir réagir extra rapidement. Vous avez tous mis en avant la question du facteur humain de l'individu avec le risque de stress post-traumatique et autres. Comment vous, dans les différentes expériences, mais là cette fois-ci c'est à partir d'expériences vraiment récentes que vous avez pu avoir, comment on gère ça et comment on arrive à faire la rétroaction, j'allais dire, sur la personne,
notamment, et pardon, parce que tous les DRH de la Terre ont tous ce problème-là, notamment pour garder les équipes quand elles ont eu des expériences un peu complexes. Toi, par exemple, et toi, donc vous savez que vous avez régulièrement ces crises qui risquent de vous tomber sur la coin de la figure, cette vigilance-là. Tu disais, de temps en temps, on a des expériences qui sont dures, on a du stress post-traumatique. Après des crises, par exemple, est-ce que vous avez l'expérience de plus grande volatilité de nos équipes, ou au contraire, c'est ce que ça resserre les choses? Comment ça se passe? Jacques, chez toi, avec ton expérience, l'un et l'autre. Jacques, oui, non. Mais il y en a deux de micros. Hein, j'ai en tête un exemple. Je pense qu'il faut reconnaître, disons, toutes les crises ont leurs moments difficiles, le moment où on doute, le moment. Et derrière, il faut savoir reconnaître l'effort il faut que ça fasse du sens pendant et après. Et faire du sens après. Juste une image. Pendant la crise de Fukushima, j'ai l'IRSN à l'époque, l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, et on a beaucoup aidé les autorités japonaises à gérer la fusion des cœurs des réacteurs. Lorsque le président Sarkozy est allé au Japon quelques semaines après, le premier chef d'État se rend à Tokyo après cet accident. À côté de lui, il y avait l'expert de l'IRSN. Voilà, donc c'était avec il était tout fier, donc là, et en fait c'était lui qui était là parce qu'il était la personne que j'avais déléguée là-bas, qui avait accepté de partir à Tokyo, d'aller dans les zones sur les plages pas très loin de la centrale nucléaire, etc., pour aider les sapeurs-pompiers qui avaient été délégués là à gérer le risque radiologique potentiel. Et donc la reconnaissance de l'ensemble de l'Institut, c'était cette personne-là qui était à côté du président pendant un quart d'heure. Et ça a suffi à valoriser l'ensemble, et c'était un point très important du REX. C'est-à-dire on a été utile. Donc le sens de l'action, avant et pendant et après, c'est ça. Si on arrive à bien coordonner ça, on a des équipes qui sont solides et qui sont prêtes à affronter les défis. Si on regarde l'Espagne actuellement, là, après les grandes inondations, on voit bien que leur organisation a été débordée, c'est-à-dire même les meilleures équipes ont leurs limites. Et la question après, c'est comment on gère ce sentiment d'échec qui a probablement été celui des militaires espagnols, comment envoyer, ça prend du temps, et donc il y a une communication, etc. Et donc là, ils vont avoir tout un travail à faire pour reconstruire, parce que ces limites organisationnelles, elles ont été franchies, là, pour une fois, pour des raisons qui, voilà, ne s'étaient pas dimensionnées pour ce niveau de catastrophe. Donc ça peut arriver. La question, c'est comment on gère ça derrière pour ne pas faire pourrir l'organisation, mais au contraire qu'elle s'en renforce. C'est récupéré par le sens. Je voyais que Topina Duponnet, si je peux me permettre. Moi, si j'avais pris le micro, c'était pour parler de reconnaissance aussi, et pas forcément la reconnaissance financière. La reconnaissance financière alliée, on demande aux gens de travailler, ils sont payés, c'est logique. C'est plutôt cette reconnaissance de la photo, d'être à côté de la personne importante quand il y a une visite post-événement, de reconnaître les contributions. Ça, c'est super important aussi, et c'est comme ça qu'on fédère, en fait, moi j'en suis convaincue, les collectifs, quels qu'ils soient, même ceux qu'on a créés, juste effectivement, et je rejoins complètement, on n'a pas un collectif qui est créé pour gérer la crise, c'est le collectif qui est géré pour celle qu'on a à vivre. Donc on regarde les forces vives, tout ce qui a été besoin d'être mis en œuvre pour que justement la décision elle soit prise au bon niveau, et qu'on ait les sachants aussi, pas que ceux qui décident, mais les sachants qui puissent effectivement conseiller. Et puis l'autre point qui me paraît super important, c'est ce que nous on appelle le REX, c'est la fermeture de la boucle en fait. Il s'est passé quelque chose, on a regardé pourquoi ça s'est passé, on regarde surtout comment ça a été analysé, géré, traité pendant les moments difficiles effectivement de ce que nous on appelle la crise, donc là où on cherche la solution et où on envoie les moyens et tous les outils qui sont nécessaires. Et puis après on se pose, on attend un peu d'ailleurs, on se pose, et puis on regarde ce qui s'est passé, comment on a fait, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, qu'est-ce qu'on a inventé, entre guillemets, qui n'était pas forcément dans les process, comment on fait évoluer nos process. Et ça, les process, c'est pas figé non plus. On les a parce que c'est une vraie aide quand il faut organiser quelque chose, mais par contre, ils sont jamais écrits dans le marbre. En fait, c'est pas tangible, c'est une aide. Voilà, c'est une aide et on se donne le droit de les reprendre régulièrement. Alors, la seule chose où on ne se donne pas le droit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la gestion du stress post-traumatique, parce que ça, on sait qu'il faut que les praticiens interviennent très très vite
pour qu'il n'y ait pas une ampleur qui soit prise et que les dégâts humains soient particulièrement importants. Donc et de long terme, et deviennent de long terme. Voilà, mais nous on a la chance d'avoir un service de santé au travail autonome au sein de l'entreprise. Et donc on fait prendre en charge les personnes déjà dès l'événement par nos médecins, puis après il y a des aides qui sont mises en place avec des cabinets spécialisés. Mais c'est vraiment le truc qu'on met assez rapidement en place. Pour le coup, ça c'est l'intangible. Ouais, ça c'est... Merci Emmanuel, de votre côté un peu le mot de la fin, parce qu'on va vraiment se faire taper là. Donc nous, le soutien psychologique, ça fait partie vraiment de nos modes de fonctionnement, c'est du quotidien. Les syndromes de stress post-traumatique sont effectivement des choses auxquelles nous pouvons être confrontés au sein de nos équipes. Donc j'ai l'habitude de dire qu'une intervention de haute intensité, on est organisé pour y rentrer. C'est assez facile d'y rentrer, on est assez à l'aise dans ces grosses turbulences. Le défi pour le leader, c'est d'en sortir et d'en faire sortir ses équipes. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est effectivement être attentif. Donc il y a des qualités. L'encadrement doit être sensibilisé, doit être formé. Et après, c'est un travail de professionnel. C'est vraiment un travail. Nous, on fait appel. On a un service de santé aussi spécifique et ça fait vraiment partie d'un suivi et d'une attention. Et c'est dans la culture des métiers opérationnels de connaître nos équipes, de parler avec nos personnels et de veiller sur cet élément-là qui n'est pas du tout un sujet tabou. Et là, on est vraiment on va largement au-delà de la reconnaissance. La reconnaissance, effectivement, je souscris à ce qui a été fait, c'est mettre en avant les équipes qui ont réellement travaillé. C'est pas le chef raconte sa guerre merveilleuse. C'est pas la com, Martine à la plage, on voit le chef partout. C'est les équipes. On met en avant les équipes, on met en avant le collectif, mais le facteur humain est fondamental dans sa prise en compte et dans le soin et dans l'accompagnement. Merci pour tout ça. Alors, on va, je crois qu'on arrive là un peu sur le final. Donc, je voudrais d'abord vous demander de les applaudir moultement. Pour moi, c'est pas très facile. Bravo, merci à vous. Et donc, dans les prochaines étapes directes, on aura le replay, les supports la semaine prochaine, grâce à Jean-Louis ici présent, globalement sur le cercle. Et puis on continue de ce côté-là. Je vous ai un peu glissé la pente savonneuse tout à l'heure des JO, parce qu'on va faire effectivement un débrief post-JO sur la question, j'allais dire santé-sécurité quotidien, globalement des équipes et des équipes. Maintenant, on en discutait pas mal avec Jacques Puissard l'autre jour, et tu disais un truc essentiel, c'est que je vois par exemple pour avoir discuté avec ce que tu disais avec la SNCF. La SNCF qui était, il y avait tous les doigts sur le coup, un gros pour ça, et la SNCF, effectivement, le fait qu'ils aient eu cet accroc public de crise qui aurait pu être grave tout au début, ça a totalement soudé les équipes et effectivement et donné du sens pour le coup. Donc quelque part aussi, le positif de la crise, c'est que ça peut de temps en temps quand même donner du sens. En tout cas, on vous remercie tous et on vous remercie d'avoir été là. Et donc, et ben voilà, les prochaines étapes, c'est qu'on continue sur ces questions et sur la question qu'on vous posera sur les data, parce que pardon d'avoir cette obsession, mais j'ai bien compris le message que vous donniez finalement de façon consensuelle tous les trois. C'est indispensable, mais il faut les dire avec intelligence, pertinence et les reprojeter aussi au terrain. Merci à vous tous. Bravo.